Alors, la formation des galaxies, c'est le sujet pour ce matin. La question des galaxies, enfin le sujet des galaxies, c'est un grand sujet en soi. Mais pour les trentaines de minutes qui viennent là, on va passer du temps à regarder un peu les galaxies, leurs caractéristiques fondamentales, et puis voir comment on tente à expliquer l'origine de ces objets dans le contexte cosmologique. Non. Première chose, c'est que ça c'est une figure qu'on va voir quelques fois pendant la discussion. C'est en fait l'histoire de l'univers qui commence avec le début, qui est là, évidemment, et que le temps qui se découle vers le bas, donc le début jusqu'à aujourd'hui, ici en bas, où c'est l'époque qui nous concerne. Donc en fait, sur cette figure, il y a beaucoup d'époques importantes dans l'histoire de l'univers, mais ce qui nous concerne plutôt, c'est les époques plutôt récentes. Et en particulier, tout ça, c'est pour montrer que en fait, les galaxies sont des objets qui se forment assez tardivement dans l'histoire de l'univers. Donc en fait, depuis quelques... C'est plutôt récent. Et donc en fait, les galaxies et leur distribution dans l'univers, ce qu'on appelle les grandes structures, c'est une production de toute l'histoire de l'univers. En fait, toute l'histoire de l'univers. Donc la première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a plusieurs types de galaxies et on veut discuter leurs propriétés. Afin de comprendre ces propriétés des galaxies et les points importants pour discuter la formation des galaxies, il faut revenir à cette figure qui est le diagramme de Hertzsprung-Russell, qui en fait montre les propriétés des étoiles, puisque les galaxies sont formées des étoiles. En fait, ça c'est donc la luminosité des étoiles en fonction de leur température de surface. Et ce qu'on voit, c'est que les étoiles, ils se mettent surtout sur ce qu'on appelle la séquence principale. Ça, c'est où se trouvent les étoiles dites normales. Et ça fait une séquence assez bien définie qui montre des objets très lumineux et très chauds. Donc, il faut bien voir qu'il y a une petite flèche là qui est peut-être difficile à voir. Mais la flèche là, ça montre que la température augmente vers la gauche. C'est une chose des astronomes. On fait souvent des choses comme ça où les axes sont inversés pour des raisons historiques. Donc, les températures montent vers la gauche et la luminosité des étoiles monte vers le haut. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, à cette partie du diagramme, les étoiles qui sont très lumineuses sont aussi très chaudes. Et donc, ils ont tendance à être un peu bleus, puisque la lumière qui sort, c'est des petites longueurs d'onde, les hautes fréquences. Donc, c'est plutôt vers la partie bleue du spectre électromagnétique. Et ça aussi, c'est des étoiles très massives. Ici, c'est des étoiles plus petites, moins massives, et donc plus froides et moins lumineuses. En fait, le Soleil, c'est un objet qui se trouve quelque part dedans. Alors, ce qui est important, c'est que ça, c'est des étoiles massives, bleues, chaudes, lumineuses, et qui ne vivent pas très longtemps. La durée de vie des objets ici, c'est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années. Tandis qu'ici, c'est des objets moins massifs, plutôt froides, rouges, moins lumineuses, et ils durent plus longtemps, c'est-à-dire plusieurs milliards d'années. Donc en fait, on monte en masse, les objets deviennent... si on voit des étoiles comme ça veut dire qu'ils ont été formés récemment. Tandis que les objets ici, si on les voit, ils sont là depuis longtemps. Donc ça, c'est des propriétés importantes pour comprendre les caractéristiques observables des galaxies. Et maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs types de galaxies. En fait, deux en particulier. Ça, c'est pas très bien vu ici, mais ça c'est une galaxie dite elliptique, pour des raisons évidentes, puisque ça a une forme elliptique. Donc, c'est des étoiles, la lumière qu'on voit, tout ça, c'est des étoiles qui sont sous une forme plutôt elliptique ou sphérique. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle la galaxie elliptique. Ça, c'est une image du télescope Hubble, avec une image zoomée sur la partie centrale de cette galaxie elliptique, où on voit une activité importante au cœur.
Ça, c'est une image qui est peut-être bien connue. Galaxie spirale, c'est un exemple typique d'une galaxie spirale, où on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est une spirale qui est vue en face. En fait, les galaxies spirales, ils ont deux parties. Ils ont un bulbe au centre et ils ont des bras spirales ici, qu'on voit. Et en fait, cette chose-là, c'est en train de tourner avec une vitesse de rotation de quelques centaines de kilomètres par seconde. Alors, les propriétés de ces objets, on peut les arranger de par cette morphologie, en fait. Et ça, c'est un schéma de classification proposé par Hubble lui-même au début du siècle dernier, où on part des elliptiques ici à gauche et des spirales à droite. Et on divise les spirales en deux types, les spirales normales ici et les spirales avec un bar au centre. C'est juste une classification un peu zoologique basée sur la morphologie des galaxies. Et puis il y a une convention en fait qui dit qu'on appelle les elliptiques des types précoces et les spirales des types tardifs. Ça c'est puisque à l'époque de Hubble, on pensait, bon lui c'est une autre, on pensait que en fait les elliptiques se formaient d'abord et puis des spirales. Alors c'est assez malheureux puisqu'aujourd'hui on pense exactement le contraire. Mais toutefois, les noms ils ont resté, donc c'est toujours les types précoces, les elliptiques et les types tardifs spirales. Alors quelques caractéristiques de base pour des galaxies. Alors leur taille caractéristique, donc le rayon typique qu'on voit là entre le cœur et le bord de la partie lumineuse d'une galaxie, c'est quelques dizaines de kiloparsecs. Donc un parsec, c'est en gros c'est 3 10 puissance 16 cm. Donc ça c'est 1000 fois, donc ça c'est 10 kiloparsec. Donc c'est 10 à 20 kiloparsec, cette taille-là. Par exemple, pour la Voie lactée, le Soleil est à peu près à 8 kiloparsecs du centre de la galaxie. Quelle est la masse d'une galaxie typique? Bon, c'est à peu près 10 puissance 12, ce qu'on appelle, ça c'est le symbole pour masse solaire, c'est-à-dire 10 puissance 12 soleil. C'est la masse typique d'une galaxie. La luminosité d'une galaxie, c'est à peu près 10 puissance 10 luminosité solaire, donc comme l'équivalent de 10 puissance 10 soleil. Donc c'est quand même des gros objets. Et leur densité dans l'univers, c'est à peu près 1 par 100 mégaparsecs cubes. Donc on prend un volume d'un mégaparsec, 10 puissance 6 parsec cube, il y a, en fait il faut prendre, il y a 0,01 objets dedans. Donc en fait ils sont assez dilus dans l'univers en moyenne. Alors vous avez déjà vu dans les images que les elliptiques et les spirales ils sont pas la même chose, enfin ils se présentent différemment. Donc les spirales, ils ont deux structures fondamentales. C'est la partie bulbe qui est ici, au centre, et puis le disque. Okay, alors, j'aurais dû montrer une chose, mais je pense que vous avez déjà vu les galaxies spirales. Ça, c'est vu d'en face, mais en fait, les disques sont plutôt planaires. Hein. Ils ont une rotation comme ça, et en fait, on est en train de regarder en face cet objet. Donc, il y a la partie disque où se trouvent les bras spirales. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la partie au centre, là, c'est un peu blanc dans l'image, mais c'est plutôt rouge. Tandis que la partie dans le disque, c'est plutôt bleu. Et ça, c'est exactement pour cette raison-là qu'on a vu le diagramme de Hertzsprung-Russell, puisque ça reflète le fait que dans le bulbe, qui est plutôt sphérique, la partie centrale, la population stellaire, c'est plutôt vieille. Donc, il n'y a que des petites étoiles. Les étoiles massives et bleues, ils sont en partie déjà, c'est-à-dire que, puisqu'ils sont trop jeunes, le bulbe est suffisamment âgé pour que les étoiles massives sont déjà parties, ils ont vu leur vie et c'est fini. Il ne reste que des objets, des étoiles moins massives et donc plutôt rouges. Tandis que dans la partie du disque, dans les bandes spirales en particulier, c'est plutôt bleu. Il y a des étoiles massives et ça veut dire qu'ils ont été formés récemment. En fait. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les bras ou dans les disques des spirales,
la formation d'étoiles continue aujourd'hui. Donc les étoiles, on continue à former des étoiles, et en particulier les étoiles massives. Donc une population stellaire plutôt jeune, donc bleue. Et en fait, ces étoiles-là, ils viennent d'où? Ils viennent du fait qu'il y a beaucoup de gaz dans le disque. Et c'est ce gaz-là qui est en train de clumper, en fait, de former des étoiles. Et ça continue à former des étoiles. Et il y a aussi beaucoup de poussière, on ne va pas en parler beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de poussière qui émet en infrarouge. Et puis, dans le disque, il y a une rotation cohérente, et comme j'ai dit, avec 200-300 km par seconde de rotation. Pardon. Oui, bien sûr. La rotation, c'est aléatoire, Oui, alors, c'est par rapport à quoi? donc chaque galaxie a un axe de rotation, et les axes des galaxies sont... Là, il y a une orientation assez aléatoire, en fait. Mais pour une galaxie individuelle, ça dépend des conditions initiales, en fait, c'est aléatoire, mais il faut que... Oui, c'est ça. En fait, la raison pour laquelle il y a une rotation, c'est parce que c'est du gaz dans le disque. Le gaz peut rayonner et ça peut évacuer un peu d'énergie. Donc, c'est pour ça que le gaz peut tomber dans un disque. Et en gardant le moment cinétique, ça commence à tourner. C'est ça. On peut avoir un exemple comme ça, juste après? Oui, donc tu peux avoir une galaxie là qui tourne comme ça, une galaxie à côté qui... En fait, la question de la corrélation des axes de rotation est un sujet un peu chaud en fait, en ce moment. Parce qu'il peut y avoir des interactions entre galaxies qui fait que les galaxies proches, ils ont des corrélations de leur axe de rotation. Mais si les galaxies sont bien séparées, ils ont une orientation aléatoire. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je préfère que vous le posiez comme ça. Galaxie elliptique, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez qu'il n'y a pas de disque. En fait, une galaxie elliptique se présente un peu comme la partie bulbe d'une galaxie spirale, bien que c'est beaucoup plus massif. Donc, elliptique, il n'y a pas de partie bleue, en fait, tout est plutôt rouge. Donc, en fait, c'est toute la galaxie est vieille. La population stellaire est vieille. Il n'y a que les petites étoiles rouges. Et la formation d'étoiles s'est stoppée, s'est arrêtée depuis longtemps. Il y a très peu de gaz. C'est lié au fait qu'il n'y a pas de formation d'étoiles. C'est arrêté puisqu'il n'y a plus de gaz en fait. Tout le gaz a été déjà utilisé pour former des étoiles. Et il y a aussi peu de poussière. Il se trouve aussi que les galaxies elliptiques sont parmi les plus massives de l'univers. On va voir pourquoi. Et aussi, on va voir qu'ils ont tendance à se trouver dans des environnements plutôt denses, comme les amas de galaxies. Tandis que les spirales sont plutôt dans le vide champ. Est-ce que c'est des galaxies spirales qui sont devenues elliptiques? C'est ça. En fait, l'idée qu'on a aujourd'hui, qu'on va développer un petit peu si on voit le film, c'est que les galaxies spirales forment d'abord, et puis quand il y a une fusion des galaxies spirales, ils forment des elliptiques. Et c'est pour ça que l'idée de Hubble a été complètement retournée à nos jours. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans une fusion de deux galaxies spirales, le gaz est suffisamment perturbé pour faire une flambée de formation d'étoiles. Et donc, tout le gaz est usé à ce moment-là. Ça forme une elliptique et c'est fini après. Il n'y a plus de formation d'étoiles. Pour voir un peu les caractéristiques spectrales des galaxies, ça, c'est des spectres. Donc, le flux en fonction de la longueur d'onde pour quelques types de galaxies. Donc, ici, c'est une spirale, c'est un type tardif. On voit que le spectre est assez plat. Et ici, on va dans le diagramme de Hubble, on va vers la gauche. Ce n'est pas encore une elliptique, mais c'est une galaxie entre spirale et elliptique qui s'appelle un S0. Et on voit, si on compare ces deux-là, on voit qu'il y a une grande différence. Le type précoce est dominé par la partie rouge du spectre, c'est ce qu'on vient de dire, avec une très grande cassure ici qui s'appelle la cassure à 4000 angstroms, qui est caractéristique des galaxies précoces. Il y a très peu de lumière courte longueur d'onde, et ça c'est puisqu'il n'y a pas d'étoiles chaudes pour le produire. Tandis que dans une galaxie tardive, on voit que c'est plat. En
fait, toute la partie bleue est aussi bien remplie que la partie rouge. C'est des étoiles massives et chaudes qui émettent la lumière bleue et ultraviolet, en fait. Et ça montre, en fait, le spectre d'une vraie galaxie elliptique. Un très très forte cassure à 4000 angstroms qui est due à l'absorption des molécules dans le milieu interstellaire et dans les étoiles. OK. En dehors des galaxies elliptiques et spirales, il existe d'autres types qu'on a du mal à classifier, donc on les appelle les irréguliers. Donc par exemple, ça c'est un objet qui n'est pas une spirale, mais ça forme des étoiles, parce que c'est bleu. Et en fait, il y a des régions de forte formation d'étoiles. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cet objet. C'est très proche à nous. Oui. Ça, c'est le nuage de Magellan, en fait, le grand nuage de Magellan. C'est un satellite de la Voie lactée et c'est une galaxie irrégulière. OK, juste pour vous montrer que depuis Hubble, en fait, on a bien rempli ce diagramme de Hubble, toujours avec des types précoces ici à gauche et les types tardifs à droite. On voit tout ce qui est bleu, ça représente les étoiles rouges plutôt. Tout ce qui est à droite là, et ce qui est rouge là, c'est un peu inversé malheureusement. Bleu là, ça veut dire étoile rouge, et rouge là veut dire étoile bleue. C'est juste une chose qui a été faite pour l'image. Donc on a les elliptiques et toutes sortes de spirales, et puis des irréguliers qui sont là. Tout est classifié, et c'est ça, en fait, qu'on essaie d'expliquer, l'origine de ces objets-là. Donc, la formation des galaxies est une chose qui passe par une étude approfondie des caractéristiques des galaxies, et puis essayer de voir leur évolution et expliquer l'origine et l'évolution de ces objets. Alors, comme on va voir, et comme vous avez sûrement déjà entendu parler, un aspect très important de cette histoire-là, c'est la matière noire. Et on sait que les galaxies, en fait, ils nagent dans des halos de matière noire. Comment est-ce qu'on sait ça? Bon, on sait ça par plusieurs moyens. Mais pour les galaxies, on peut faire un argument qui est très classique. On peut regarder cet argument très classique qui consiste à regarder les courbes de rotation des galaxies. Alors, d'abord, la première chose, qu'il y ait la matière noire, c'est une chose qu'on soupçonne depuis très longtemps, depuis les années 30, en fait, 1930. Ça, c'était, historiquement, c'est l'un des arguments, l'une des évidences de la matière noire, mais en fait, aujourd'hui, la meilleure évidence de la matière noire, ce n'est pas la galaxie et les structures, c'est le fond cosmologique. Alors, Ken Ganga vous a parlé hier, non, de fond cosmologique. Donc, en fait, aujourd'hui, le fond cosmologique est la meilleure évidence qu'on a, et c'est une évidence extrêmement forte qu'il y a la matière noire. Et ce que je veux vous faire par cet argument, c'est un argument historique, mais plus important, ça montre que les galaxies qu'on voit sont en fait au centre d'un halo de matière noire. Alors, quel est l'argument? On prend une galaxie spirale en particulier, puisqu'il y a une rotation bien définie. Et on peut regarder la distribution de la matière lumineuse, donc les étoiles. Et donc si on regarde, c'est dominé par le disque. Et si on regarde le profil de luminosité du disque, ce qu'on voit, c'est un profil qui décroît exponentiellement, comme une exponentielle avec le R, le rayon du centre. Et l'échelle caractéristique du décroissement, en fait, c'est 1 kPa, 2 kPa. Donc, en fait, ça décroît assez rapidement, la lumière. Donc, évidemment, ça reflète le fait qu'il y a de moins en moins d'étoiles vers les bords des galaxies. Puis, donc, on peut regarder la distribution de la matière lumineuse. On peut aussi essayer de voir la distribution de la matière totale, mais pas en regardant la lumière émise, mais en regardant la dynamique de la galaxie et les lois de Newton. On peut, par exemple, regarder la vitesse de rotation en fonction du rayon depuis le centre et construire ce qui s'appelle la courbe de rotation, qui est la vitesse de rotation en fonction du rayon. Et d'après les lois de Newton, on peut lier cette vitesse de rotation à la masse intérieure du rayon. Donc en fait, c'est une mesure de la masse intérieure au rayon en question.
Donc on peut se faire une courbe de vitesse, donc la vitesse de rotation en fonction de la distance du centre. Et si on suppose que la masse totale suit exactement la distribution de la lumière, donc si on dit que voilà, la masse fait la même chose que la lumière là, la prédiction pour la courbe de rotation, c'est que ça monte au centre et puis ça décroît vers les bords, décroissance keplérienne, puisqu'il y a de moins en moins de matière à l'extérieur. Ce qu'on voit, c'est pas du tout ça. Ce qu'on voit, c'est en fait que les courbes de rotation sont plates. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un exemple d'une galaxie. Et on peut aller très très loin en fait dans ces études. Ce que vous voyez là en noir et blanc, c'est une image dans le visible d'une galaxie, une spirale. Et c'est difficile à voir, mais vous voyez aussi il y a des contours blancs là. Ça, c'est la distribution de gaz neutre. Donc, on ne voit pas de lumière, mais on peut détecter ce gaz-là par une émission, une raie d'émission de ce gaz. Et donc, en fait, on peut même mesurer la vitesse de rotation très très loin de toute composante optique ou visible de la galaxie. Et donc, on peut prolonger la courbe de rotation très loin de toute la partie visible. Et on voit qu'on n'a jamais vu, ça reste toujours plat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on s'éloigne de la galaxie, en fait, la lumière s'éteint, mais il y a encore de masse. Et donc, c'est clairement de la masse qu'on ne voit pas, la matière sombre. Donc, c'est la matière qui n'émet pas la lumière. Mais ça veut dire que cette galaxie, par exemple, est bien entourée d'une espèce de boule, qu'on appelle un halo, de matière noire, dans laquelle la galaxie vit. On va revenir sur cette question de la matière noire. Mais maintenant, on va discuter aussi comment les galaxies se distribuent dans l'univers. Il y a des galaxies individuelles, on s'appelle ça des galaxies qui habitent le champ. Puis, il y a des galaxies qui se regroupent dans des groupes et dans des amas de galaxies. Le groupe, c'est un petit amas de galaxies. Donc, on va parler rapidement des amas de galaxies. C'est un assemblage des galaxies. Ça peut aller de 10 galaxies à plus de 1000 galaxies, en fait. Donc, ça s'appelle des systèmes pauvres et des systèmes riches. Et donc, c'est plutôt moins massif et plutôt très massif. C'est des systèmes très, très massifs, là. Il se trouve que dans un amas de galaxies, une image qui n'est pas très bien, on ne voit pas très bien là, on peut mesurer la masse associée aux étoiles dans les galaxies. C'est un comptant de la lumière qui est émise. Et par une méthode qu'on va discuter ici en bas, on peut aussi mesurer la masse totale de l'amas. Même chose, on trouve beaucoup de matière sombre, matière noire, puisque la masse contribuée par la galaxie à la masse totale, c'est que 2%. Il y a une autre composante qui se trouve entre les galaxies, qu'on voit ici, cette image un peu diffuse. En fait, c'est l'émission en rayons X d'un gaz très très chaud qui remplit l'espace entre les galaxies et qui est là, piégé dans le potentiel gravitationnel de l'amas. Il est si chaud, quelques kiloélectronvolts, que ça rayonne en rayons X. Et on peut l'observer avec des satellites en rayons X, comme Chandra ou le satellite européen XMM Newton. Ce gaz-là contribue aussi à la masse totale, mais c'est que 10%. Donc en fait, il y a beaucoup plus de masse dans le gaz du flux intergalactique qu'il y a dans les galaxies membres. Mais même ça, c'est que 10% de la masse totale. En fait, la masse totale, on peut le mesurer soit par la dynamique des galaxies au centre de l'amas, ou encore en utilisant une technique qui est devenue très très importante en cosmologie aujourd'hui, c'est les effets de lentilles par le champ gravitationnel. Donc, en fait, ça c'est une image d'un amas où la plupart des galaxies qu'on voit ici sont dans l'amas. L'amas a une masse associée, et puis il y a des galaxies derrière-plan. Et la lumière des galaxies derrière-plan, ça traverse le potentiel de l'amas,
Et c'est par l'effet de la gravité, la lumière est déviée. Et ça fait une distorsion des images des galaxies d'arrière-plan. Malheureusement, ça ne se voit pas très bien ici, mais si vous voulez, après, on peut voir sur mon écran. Il y a des arcs qu'on peut voir. Donc, c'est des images des galaxies d'arrière-plan qui sont extrêmement... une distorsion extrême. En mesurant la distorsion des galaxies d'arrière-plan, on peut remonter à l'effet de ventilage gravitationnel, remonter au potentiel et donc remonter à la masse totale. Et c'est ainsi qu'on arrive à mesurer la masse totale des amas et on voit ils sont très massifs. Donc, je vous rappelle que des galaxies, ils avaient une masse de 10 puissance 12 à peu près, tandis que là, on peut passer 10 puissance 14 à 10 puissance 15 masse solaire. Donc, c'est des objets plus massifs de l'univers. Et ils sont dominés par cette matière noire. Donc, en fait, un amas de galaxies, c'est un grand halo de matière noire dans lequel se trouvent des petits halos de matière noire qui hébergent les galaxies individuelles. Et la taille, plutôt que quelques dizaines de kiloparsecs, la taille d'un amas typique, c'est 1, 2, 3 mégaparsecs en rien. Donc, 100 à 1000 fois plus grand en rien. Alors, une chose que je n'avais pas mentionnée ici, mais revenons au type de galaxies qu'on a. Il se trouve que les amas de galaxies, dans les amas de galaxies, on trouve plutôt des types précoces. Donc, en fait, ça nous arrive à ce diagramme-là qui est assez important. C'est le diagramme dit couleur magnitude des galaxies. Donc, ce qui est montré ici sur l'axe Y, c'est la couleur des galaxies. Donc, c'est la différence de l'intensité dans deux bandes différents en fonction de la luminosité totale des galaxies. Donc, c'est un grand nuage, mais en fait, il y a deux parties qu'on peut voir. Il y a une partie ici en haut et une partie ici en bas avec une petite vallée entre les deux. Ici, la façon dont ça s'est fait, quand l'axe Y est grand, c'est plutôt rouge. Et donc, c'est bleu vers le bas. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est une partie ici rouge, ça s'appelle la séquence rouge. C'est assez bien défini ici comme une espèce de barre comme ça qu'on voit ici dans les données. Et puis, le nuage bleu. Les elliptiques et des types précoces se trouvent plutôt dans la partie rouge. Et les autres galaxies se trouvent plutôt dans la partie bleue, le nuage bleu. Et il y a ce qu'on appelle la vallée verte entre les deux. Et toute une partie de la compréhension de l'histoire des galaxies passe à comprendre la relation entre les trois parties de ce diagramme. Alors, ce qu'on pense aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout mis en pierre, en fait, pas encore, c'est que les objets dans le nuage bleu, ils font des fusions, ils passent dans la vallée verte, et puis ils se trouvent sur la séquence rouge où toute la formation d'étoiles est stoppée. Alors, si ça se passe, si les objets ici sont formés par la fusion des galaxies bleues, on peut s'attendre de trouver plus d'objets précoces, elliptiques, dans des environnements denses, des amas de galaxies. Et c'est exactement ce qu'on voit. Ça montre la fraction de galaxies d'un certain type, précoce ou tardif, en fonction de la densité des galaxies autour. Et ce qu'on voit, c'est que les galaxies tardives bleues, la fraction de leur population dans les environnements denses, ça décroît rapidement avec la densité. Tandis que la fraction d'objets précoces monte assez rapidement avec la densité. C'est exactement ce qu'on s'attend à voir si les fusions sont à l'origine de la formation des elliptiques. OK. Oui, bien sûr. Oui, le troisième, c'est des galaxies S0 qui sont ils sont plutôt de type précoce, mais c'est entre les elliptiques et les spirales. Les S0 sont intéressants, en fait, je n'ai pas passé du temps dessus, c'est puisqu'ils sont des objets apparemment de transition, puisque c'est des objets avec des disques, mais il n'y a pas de formation d'étoiles dans les disques.
Donc on pense que ce qu'on est en train de voir là, c'est la transition entre les spirales et les elliptiques. Et c'est l'objet de beaucoup d'études en ce moment, en fait. Il monte aussi, le densité monte aussi dans les régions denses. Donc on a des galaxies dans le champ, on a des groupes et on a des amas de galaxies. On se pose la question maintenant de la distribution générale des galaxies dans l'univers. Ça, c'est une jolie image qui se trouve ici, ce lien sur le web. C'est un montage en fait. Ce qu'on a ici au centre, c'est une image. Le tout vient d'un sondage qui se fait à 2 masses, puisque c'était un sondage à 2 microns, donc un sondage infrarouge, de tout le ciel, au nord, un télescope dans l'hémisphère sud. Et ce qui est montré là, c'est une image qui est construite à partir du comptage d'étoiles dans le sondage. Ça montre notre Voie lactée. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est un peu difficile, mais ce qu'on peut voir, c'est que notre galaxie est une galaxie spirale avec un disque. On est dans le disque, et donc ce qu'on voit, c'est le disque par la tranche, avec le bulbe ici au centre. Et tout ça, c'est le disque avec les bords spirales qu'on voit par la tranche. La partie centrale, là, un peu plus obscure, c'est les tracés de poussière qui bloquent la lumière. Et puis, ce qu'il y a autour, c'est la distribution des galaxies autour de nous. Alors, Ken vous a montré déjà des cartes comme ça. Ça, c'est une carte de tout le ciel. C'est une projection particulière où il faut dire que cette partie, ça fait un tour en fait. Cette partie ici, il faut l'identifier avec cette partie là-bas. Et cette partie-là avec cette partie là-bas, etc. Ça, c'est le pôle nord galactique et le pôle sud galactique. Donc, c'est une image de tout le ciel. Et ce qu'on voit, tous les points colorés qui sont là sont des galaxies identifiées dans ce sondage, qui est un sondage qui n'est pas très profond d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des structures évidentes. On peut voir des galaxies individuelles, on peut voir des petits groupes, par exemple ici, ou là, ou des amas de galaxies comme cet amas là. Donc c'est cette distribution aussi qu'il faut expliquer. Donc qu'est-ce qu'on a comme... dernière chose avant de passer à ça. Ça, c'est une autre image de la distribution des galaxies. Ça, c'est dans ce genre de diagramme, on est placé au centre. Et ça, c'est la distance en décollage vers la rouge. C'est la distance radiale entre nous et le point en question. Et puis, c'est une tranche. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde dans le ciel, on regarde une tranche, un peu comme ça. Donc, distance radiale qu'on voit sur cet axe. Et la tranche, on la regarde depuis le haut. Et chaque point, c'est une galaxie. Et c'est la même chose. Ce qu'on voit, c'est que la distribution des galaxies n'est pas uniforme du tout. Il y a des structures, donc il y a des vides, des amas, et des très grandes structures, des murs, des choses comme ça. Et cette image montre aussi le fait que les points rouges sont des galaxies plutôt de type précoce. On voit qu'ils sont plus... j'en ai trouvé le mot français pour ça, plus clustered. C'est-à-dire qu'ils sont plus groupés que les autres points, qui sont des spirales, qui sont plutôt distribués de manière plus uniforme. Pas uniforme, mais plus uniforme. C'est la même chose qu'on a vu, les types précoces, ils préfèrent des régions plus denses. Alors, maintenant l'idée c'est d'essayer d'expliquer tout ça dans le contexte cosmologique. Les ingrédients sont les galaxies, la distribution des galaxies en individual group, amas, et la distribution en grande échelle, le fait qu'il y a des types précoces, des types tardifs, et que la matière noire domine. Il y a beaucoup plus de matière noire que d'étoiles. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est la partie lumineuse d'une structure qui est plutôt dominée par la matière noire. Donc, le seul moyen de comprendre ce qui se passe, c'est de commencer avec la matière noire. Et ça, c'est
assez heureux en fait, puisque le point important de la matière noire, c'est que les seules interactions de la matière noire, c'est l'interaction gravitationnelle. Il n'y a pas d'interaction électromagnétique ou autre, donc c'est pour ça que ça ne rayonne pas, on ne le voit pas. Et donc c'est peut-être difficile à observer, mais le fait qu'il n'y a que des interactions gravitationnelles, ça veut dire que c'est facile à simuler. Tandis que la formation d'étoiles, ça implique beaucoup de physique compliquée. Ça, c'est très difficile. En fait, on ne sait pas comment faire ça. Donc, en quelque sorte, le fait que l'univers soit dominé par la matière noire, c'est heureux pour nous, puisque ça veut dire qu'on peut modéliser beaucoup plus facilement la situation. Ça, c'est une simulation de l'univers matière noire uniquement. D'abord, pour voir comment se place la matière noire, puisqu'en fait, c'est la matière noire qui établit la structure, ce qu'on appelle la toile cosmique, dans laquelle s'insèrent les étoiles après. On va voir comment. Donc ça, c'est une boîte qui représente c'est une tranche. Donc il y a une boîte, on simule l'univers dans une boîte, et on regarde une tranche de la boîte, et on regarde la distribution de la matière noire, et on voit, ça c'est une tranche avec la taille de toute la boîte, on voit que la distribution n'est pas aléatoire. Il y a des structures, des filaments et des choses comme ça, comme ce qu'on a vu dans les images des galaxies. Si on fait un zoom d'une partie, on vient ici, on voit les filaments qui sont là, partout, et on voit un noyau qu'on peut zoomer dessus, ici, et en fait, et encore on zoome dessus et on voit cette structure-là. Cette structure, en fait, c'est un amas de galaxies, donc c'est le halo. Tout ça, c'est un objet lié gravitationnellement. C'est un halo de matière noire dans un amas de galaxies. Et dedans, on voit des autres petits grumeaux qui sont des halos de matière noire plus petits, qui sont dans le halo de l'amas. Les galaxies individuelles dans l'amas, ils se trouvent dans les halos de matière noire individuels qui sont en train ils bougent à l'intérieur du potentiel de cet amas. Et en fait, les amas sont au carrefour des filaments dans la distribution de la matière noire. Et donc, c'est tout ça, c'est un peu, comme j'ai dit, la structure de base sur laquelle il faut mettre les étoiles et les galaxies. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on peut identifier des petits halos de matière noire aux galaxies. Donc, en fait, toute cette structure, on parle de la structure hiérarchique, puisque ça commence avec les petits halos qui se mettent ensemble dans les plus grands halos, qui se mettent au carrefour des filaments, et ça fait une structure vraiment hiérarchique. Mais à la base, le brique de base, c'est les halos de matière noire, dans lequel il y a des galaxies. Alors, ça se comprend assez bien. Ça s'observe assez mal. C'est ça la grande question ici, surtout en cosmologie, c'est que ça, on peut modéliser bien, mais on ne peut pas l'observer directement. Ce qu'on observe, c'est les galaxies. Donc, en fait, la question de la formation des galaxies, c'est quelque chose qui lie ce qu'on peut simuler facilement, ce qu'on observe facilement. Donc, la grande question, c'est comment s'insèrent les galaxies dedans? Et qu'est-ce qui distingue des galaxies précoces, des galaxies tardives, etc. Alors, si j'ai un peu de chance, j'ai un film qui est maintenant chargé. J'ai pas l'impression que c'est chargé. Est-ce que ça c'est chargé? Non. Je suis désolé. Peut-être on peut essayer plus tard. Mais ça ne va pas marcher. C'est des films qui montrent comment ça fait, comment les structures se forment. Mais bon, on va s'en passer. Pas de choix. Ok. Maintenant, je veux marquer un point que je considère important. C'est que ce qu'on observe, c'est la distribution des galaxies. On veut expliquer ça mettant en place une théorie où la matière noire domine. Et donc la matière noire, la structuration de la matière noire. Quelle est l'origine de cette structuration de la matière noire?
L'idée, c'est qu'on construit une théorie qui produit des perturbations de densité dans la matière noire tôt dans l'histoire de l'univers. Je ne sais pas si Ken vous avez parlé de l'inflation ou pas. Vous avez parlé de l'inflation hier? Non, pas tellement. Ok, c'est pas grave. L'idée, c'est que les perturbations de densité sont produites dans l'univers primordial. C'est assez fascinant en fait, ce sont des fluctuations quantiques. Et ça produit des fluctuations de densité qui, par leur autogravité, ça grandissent, des perturbations grandissent, et ça fait éventuellement, au cours de l'évolution de l'univers, ça fait des structures qu'on observe aujourd'hui. Donc en fait, initialement, des perturbations sont très très petites, et puis il y a un croissement des perturbations pour former des structures qu'on voit. Donc ça, c'est pour la matière noire, et puis les galaxies suivent la matière normale, suivent la matière noire. Alors, une chose importante pour faire la connexion avec ce que vous avez entendu hier, c'est le fait qu'on veut expliquer ça. Et donc, pour expliquer ça, on fabrique cette théorie-là. On va revenir dessus. Ça montre la puissance des fluctuations de densité en fonction de la taille des fluctuations. Donc les petites tailles sont à gauche, les grands objets sont à droite, et ça c'est la puissance des perturbations de densité. Donc les amas de galaxies, ils se trouvent ici, à cette échelle-là. Les galaxies individuelles, c'est plutôt par là. Et les grandes structures qu'on a vues, c'est à ces échelles ici. Mais en fait, la théorie, ce qu'on veut expliquer, c'est toutes ces choses-là. Mais la théorie qu'on a inventée pour expliquer ça, c'était une théorie qui fabrique des perturbations de densité dans l'univers primordial à toute échelle. Donc on veut expliquer ça, mais on fabrique une théorie qui prédise des perturbations à toute échelle, même des échelles très très grandes de la taille de l'univers observable aujourd'hui. Alors, si on croit à cette théorie-là, une prédiction forte, c'est que ces perturbations de densité doivent être aussi ici, à cette époque, qui est le moment où l'univers devient transparent. Et vous avez parlé du fond cosmologique hier. Ce qu'on observe dans le fond cosmologique, c'est en fait la surface à ce moment-là de transition entre l'univers opaque et l'univers transparent. C'est l'époque de recombinaison. Et si des perturbations de densité existaient depuis le début, alors ils doivent exister sur cette surface. Et ça doit laisser une trace. Ça, c'est du fond cosmique que vous avez entendu dire. Et c'est ça qui a été détecté, justement, pour la première fois en 1992, par le satellite COBE. Alors aujourd'hui, vous avez entendu, maintenant on a des résultats de plans qui sont sortis, beaucoup plus précises. Mais l'importance de tout cette... La raison pour laquelle je voulais avoir cette discussion, c'est puisque c'est vraiment l'exemple, c'est un bon exemple exactement de ce qu'on appelle la démarche scientifique. Je trouve c'est un exemple parfait en fait. Pourquoi? Puisqu'on veut expliquer quelque chose, on fabrique une théorie qui fait une prédiction de quelque chose dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire les fluctuations à grande échelle. On a dépensé l'effort et l'argent pour chercher ces choses, des perturbations à grande échelle dont on n'avait pas besoin, et c'est ça qu'on a détecté avec COBE en 1992 et qu'on étudie aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça. Je ne vois pas de meilleur exemple de ce qu'on a pu s'appeler la démarche scientifique. Alors, les halos de matière noire. Donc, les perturbations de densité, ça fait des halos de matière noire et ça les distribue dans la toile cosmique. On peut demander quelle est la distribution des halos de matière noire. Ils ont un spectre qui est le nombre d'objets en fonction de leur masse. Donc, il y a beaucoup d'objets de petite masse, comme on a vu, et très peu d'objets de grande masse. Et donc, dans ce diagramme-là, ce qu'on peut dire, c'est que les halos, on peut associer aux galaxies de la manière suivante, d'après les observations qu'on a aujourd'hui. C'est que les galaxies individuelles sont dans les petits halos qu'on a vu, comme ce qu'on a vu avec les masses typiques d'une galaxie, 10 puissance 12 masses solaires. Tandis que les amas de galaxies sont des très grands halos. Ils sont assez rares.
mais ils sont plutôt par ici, 10 puissance 14, 10 puissance 15 masses solaires. Donc les galaxies se mettent au centre des halos, qui se structurent dans l'étoile cosmique. Et maintenant, on essaie de comprendre comment les galaxies se trouvent pourquoi une galaxie d'un certain type se trouve dans un halo d'un certain type. Pour étudier ça, en fait, ce qu'on veut faire, c'est la chose suivante. Ça, c'est une image en gris, un niveau gris de la distribution de la densité de matière. Donc, là où c'est très fort, c'est des halos de matière noire. Ce qu'on veut, c'est de mettre dans un modèle dessus le gaz primordial, de suivre le refroidissement du gaz primordial. Donc, ça tombe dans les halos, ça refroidit, ça forme des étoiles, et puis il y a de l'éjection d'énergie par la formation d'étoiles, des supernovae, etc. Et puis il y a un cycle qui s'appelle le cycle des baryons qui s'installe. Et si on met des ingrédients physiques qu'on pense on doit mettre, on peut suivre l'évolution de la matière noire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et puis on peut aussi suivre l'évolution de la formation d'étoiles. Et donc ça, c'est en fait une région dans la map galaxie. Et l'idée, c'est qu'on voit d'abord former des galaxies bleues qui ont un fort taux de formation d'étoiles. Et avec le temps, il y a des fusions vers le centre de la main qui commencent à faire des galaxies plutôt de type précoce, jusqu'à aujourd'hui où on trouve des galaxies rouges au centre de la main et d'autres types de galaxies autour. Et pour faire tout ça, il faut suivre le gaz dans l'évolution de la matière noire. Et donc, il y a ce cycle de gaz froid qui tombe dedans, qui forme des étoiles, qui est réchauffé par l'éjection d'énergie, par la formation d'étoiles. Et c'est ce cycle-là qui se tient au cœur des halos. Mais pour suivre ce processus-là, ce qu'il faut faire, c'est si on regarde la halo qui héberge une galaxie d'aujourd'hui, il faut remonter le temps. Donc, en l'occurrence, le temps augmente vers le haut. Donc, pour remonter le temps, il faut descendre. Cet objet-là, ce halo-là, c'est la fusion des petits halos initialement. Donc, il faut suivre l'évolution du gaz dans les petits halos. Il faut le suivre au moment des fusions. Et il faut en fait, suivre l'évolution du gaz dans cet arbre de fusion, en fait, pour pouvoir prédire le type de galaxie qui se trouve là aujourd'hui. C'est un processus assez compliqué. Et en fait, les modèles sont pas super prédictifs aujourd'hui. On arrive à expliquer, un peu comme on discute là, certaines caractéristiques des galaxies, mais on peut changer la physique qu'on met dans le modèle et on peut obtenir autre chose. Donc, c'est pas comme si on a un modèle prédictif qui, voilà, on dit, voilà, on sait que c'est ça la physique qu'il faut mettre dedans, et voilà la prédiction, et on compare aux observations. En fait, ce qu'on fait plutôt, c'est de regarder plusieurs modèles, de regarder ce qui en sort, et de décider quel modèle est plus près de la réalité des observations. Et de faire une espèce de cycle comme ça pour essayer de comprendre, d'identifier les mécanismes physiques les plus importants dans l'histoire des baryons, puisque c'est ça qu'on ne sait pas aujourd'hui. Essentiellement, puisqu'on ne sait pas comment les étoiles se forment. En fait. C'est toujours une question ouverte. Ok. Pas de film là non plus, malheureusement. Donc, pour terminer, juste pour dire que la formation des galaxies, c'est une question ouverte. C'est pas du tout résolu. C'est au centre de la cosmologie actuelle. Et c'est important en soi et c'est important aussi pour étudier la cosmologie en général, puisqu'on utilise les galaxies justement pour étudier par exemple l'énergie noire. Point important, c'est que les galaxies, il y a plusieurs types, et en fait on parle de la formation bimodale, puisque entre précoce et tardive, c'est ce qu'on appelle grossièrement formation bimodale. Le concept fondamental dans le contexte cosmologique, c'est que c'est une formation hiérarchique, comme on a vu, qui est menée par la matière noire, et en particulier les halos de matière noire. Alors, pour étudier l'évolution des galaxies, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut des grands moyens. En fait, cette question de l'évolution des galaxies, ça mobilise des ressources importantes et chères. Donc il faut donc il faut monter le temps, il faut des grands télescopes au sol, des télescopes de classe 10 mètres ou plus grande. Des télescopes spatiaux, plutôt, infrarouges, de très grande taille. Il y a plusieurs projets, je vais juste vous montrer trois, juste des images. Il y a le satellite infrarouge Euclid de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, qui est un télescope qui va faire l'imagerie en infrarouge, qui peut regarder les objets lointains. Lancement prévu pour 2020. On est en train de préparer la mission actuellement. C'est financé par l'ESA. Il est en cours de préparation. Il y a du côté américain de la NASA, il y a le James Webb Space Telescope, JWST, qui est programmé pour le lancement en 2018. Ça, c'est un télescope de 6 à 7 mètres. Alors que Euclid, c'est à 1,3 mètres, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un télescope de très grande taille. Donc en fait, ce satellite-là, c'est énorme. Alors, Euclid va faire un sondage de tout le ciel, tandis que JWST, il va faire plutôt des sondages dans le ciel approfondis pour regarder la question des propriétés des galaxies à très grande distance, avec une résolution angulaire très importante. Et un dernier exemple, c'est un télescope au sol. C'est un télescope qui s'appelle LSST, aussi programmé pour début en 2020, location au Chili, dans les Andes. Une élévation de pas très loin de 5000 mètres. C'est un télescope de 8 mètres. Et l'idée là, c'est de faire un sondage complet du ciel sud. Et cette chose-là, c'est assez remarquable. C'est de faire un sondage pendant 10 ans. Et c'est un grand champ de vue de à peu près 10 degrés carrés, 10 degrés carrés, avec une caméra de CCD, donc une caméra dans le plan focal de à peu près 60 cm de diamètre, pavé de CCD. Une image, donc c'est une caméra, hein, c'est ça. Une image, c'est tout de suite c'est 15 gigaoctets. Ça prend un cliché, ça intègre sur 15 secondes. On lit la caméra, les 15 gigaoctets en 2 secondes. On prend une deuxième image de 15 secondes. Puis on bouge le télescope. On fait ça toute la nuit, toutes les nuits pendant 10 ans. Donc ça va aller très profond, ça va ouvrir le domaine temporel et ça va donner un volume de données phénoménal, absolument phénoménal. Et en fait, ici en France, on a une participation à ce projet au travers une participation à la construction de la caméra. Donc, sinon, c'est plutôt un projet américain. Donc. Voilà, il y a d'autres projets, mais juste pour dire que en fait, les ressources mobilisées derrière, Euclid et LSST sont motivés par l'énergie noire, mais aussi la formation des galaxies. Ils coûtent chacun à peu près 1 milliard d'euros. Tandis que cet objet-là, qui est vraiment motivé par l'étude des galaxies, le prix de ce monsieur-là, je pense que le dernier chiffre, c'était à peu près 6 milliards de dollars. Donc, comme j'ai dit, c'est des gros moyens, des ressources importantes mises en œuvre pour essayer de comprendre ces questions-là. Donc c'est une science très active.